Nous allons démarrer avec Mossy. Je peux vous assurer que vous allez passer une demi-heure fabuleuse. Je sais que c'est pas parce que je l'anime, mais c'est bien parce que Mossy est à nos côtés. Bonjour à tous. Donc, ravi d'être parmi vous pour un petit moment de bienveillance. Alors Mossy, créateur de mode et fondateur des ateliers d'Alix, école de haute couture inclusive. Donc déjà, l'association des mots haute couture et inclusivité doit nous interpeller. Et elle nous montre que nous avons affaire avec un invité iconoclaste qu'on a hâte d'entendre. Pour commencer, Mossy, voulez-vous bien présenter votre parcours? Et on peut s'asseoir parce qu'il n'y a pas de souci. Oui, alors mon parcours, bon, c'est un peu atypique parce que moi, à mes débuts, je faisais des choses qu'il ne faudra pas trop dire à vos enfants parce que ce n'est pas le bon chemin qu'il fallait prendre. Et moi j'ai connu la mode, c'était en piquant des vêtements dans les grands magasins. J'étais au lycée, je voulais être bien sapé et tout. Et à travers ces petites bêtises d'adolescence, c'est là que j'ai découvert ma passion et ma voie professionnelle. Et suite à ça, j'ai fait une école de mode, etc. Bon, un jour, je me suis fait aussi voler une collection, donc le karma m'a vite rattrapé. Et en fait, voilà, j'ai fait une école de mode. J'ai eu la chance d'aller dans des lieux qui étaient pas très conventionnels pour moi, comme l'Opéra de Paris, d'aller en Italie, en Inde, d'apprendre avec des couturières de quartier, etc. Et puis de créer une marque avec une amie chinoise avec qui on était très bienveillants l'un envers l'autre, hein, parce que très tôt on a été rattrapé par des problématiques liées à des titres de séjour pour elle, etc. Mais on était deux passionnés de création, on était deux rêveurs. Nous on était dans notre monde de création, on avait nos rêves et puis voilà, ma première marque, j'ai souvent eu mon banquier au cul derrière, parce que quand on est une jeune marque, forcément on est dans des métiers à risque. Puis moi, je pensais que création, je pensais pas encore assez business. Et puis, à un moment, quand j'ai failli finir au cimetière de la mode, hein, parce que j'avais fait un défilé de mode dans un cimetière un jour. Et puis, quand j'avais plus trop d'argent, ma tombe, elle était prête. J'étais passionné par une couturière. Je suis toujours passionné par cette couturière, Madame Gray, qui pour moi est une des plus grandes couturières françaises. Et je voulais lui rendre hommage parce qu'elle a eu une histoire qui est pas très glorieuse à la fin. Elle est morte dans l'oubli total et la profession a su sa mort qu'1 an après. Alors que c'était quand même l'équivalent d'une Coco Chanel, d'un Christian Dior ou de Schiaparelli et d'autres. Et j'ai eu la chance de rencontrer une autre femme extraordinaire, Josette Thomas, qui était meilleure ouvrière de France en haute couture. Et en fait, j'ai décidé de créer une école pour lui rendre hommage, donc une école de haute couture. Et pourquoi j'ai créé cette école, en plus de l'hommage à Madame Gray, c'est que je voulais pas que d'autres jeunes qui sortaient d'école de mode et qui voulaient se lancer tout de suite, je voulais pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi en fait. Donc, il y avait déjà une forme de bienveillance vers eux. Donc de là est né le projet Les Ateliers Alix qui avait commencé en 2015. Là on arrive sur les 10 ans cette année. Et donc voilà, c'est une école aujourd'hui qui vient de signer un partenariat avec la Maison Chanel et qui permet à des gamins qui bénéficient d'une bourse d'études. Alors l'école n'est pas gratuite. Je me suis beaucoup creusé pour la rendre presque gratuite parfois, voire gratuite, mais les dotations de l'État baissent beaucoup ces dernières années. Mais on est très en dessous de la moyenne, quoi. On fait payer 20 à 30% des frais de scolarité classiques d'une grande école, ce qui est déjà très bas. Et avec un taux de sortie positif qui était de 80% les 2 premières années sur les promos diplômés, qui est aujourd'hui à 100%. Donc les jeunes qu'on forme trouvent du travail dans les maisons de haute couture et notamment au sein de la Maison Chanel. Et puis depuis peu, pour finir, je m'éclate sur l'innovation. Je côtoie des industries qui n'ont rien à voir avec la mode et qui sont concernées par des enjeux de revalorisation de déchets. L'industrie du lait, notamment autour de la caséine de lait, la partie non consommable du lait. L'industrie de la terre, des terres de chantier qui sont récupérées et transformées en tissu. L'industrie du caoutchouc, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Absolument. Est-ce que ce sont des processus qui peuvent être industrialisés ou alors ça reste vraiment que pour la haute couture? Ah non, déjà, moi, la haute couture, j'en fais pas avec ma marque. Je fais un prêt-à-porter qui est très couture. La haute couture, c'est plutôt sur l'école. On est plutôt sur une préservation de ce patrimoine
et une transmission de ce savoir-faire aux nouvelles générations. Parce que bon, j'essaie d'inculquer aux jeunes que réussir dans la mode, c'est pas que être styliste, c'est pas que être influenceur, c'est pas que raconter sa vie sur les réseaux sociaux. C'est aussi avoir un savoir-faire entre ses mains et être capable de réaliser du beau, de viser de l'excellence. Et les sujets d'innovation aujourd'hui, moi, mon but, c'est aussi de créer des nouvelles filières. Parce que le but, c'est qu'il faut que ce soit des projets où il y a une pérennité, une viabilité économique derrière. Contrairement à certaines marques avec qui on participe à la Fashion Week, moi, je ne recherche pas le buzz, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Parce que bon, de gagner 100 000 followers parce qu'on a amené une innovation, c'est sympa. Mais derrière, si à travers une innovation, on peut contribuer à soutenir des industries, de favoriser des nouvelles filières, textiles avec une viabilité économique en plus, de la création d'emplois. Par exemple, le lait, je me dis que si demain notre projet peut aboutir à des nouvelles ressources économiques pour le secteur agricole, bah pour moi, ça, c'est une réussite. Et ce sont des filières qui resteraient françaises? Ah, c'est le but. Ah, c'est ça, hein, on est bien d'accord. Oui, bah, nous, aujourd'hui, on fabrique 90% de nos produits en France. Alors, c'est pas avantageux pour moi, parce que par rapport à mes concurrents, les marges sont moins importantes. Mais bon, je pense que la conscience, on est plus. Et puis voilà, moi, j'ai envie de chaque robe vendue, je me dis que derrière, ça va contribuer à créer un emploi. Donc, j'ai un logiciel parfois qui est pas très compris des financiers. Mais voilà, j'ai envie d'être une marque à impact social et positif. Alors c'est bien parce que du coup je retravaille mes questions parce que dans l'ordre. Si je reviens sur le sujet qui nous accompagne sur toute la journée, à savoir la bienveillance, dans ce parcours-là, qui est atypique, vous avez plutôt rencontré des gens bienveillants ou malveillants? Les deux. Mais même les gens malveillants, pour moi, je vois une forme de bienveillance à travers eux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui m'a snobé, qui m'a regardé avec du mépris, qui a eu un regard, lui c'est une petite racaille de quartier, quand ce mec-là, 4 ans, 5 ans après, il me voit à la télé, il dit finalement, la petite racaille, aujourd'hui, elle travaille pour œuvrer positivement pour la haute couture française. Donc pour moi, c'est la meilleure réponse à donner aux gens malveillants. Et après, la bienveillance, oui, moi, ça a commencé avec peut-être en école primaire, certaines maîtresses qui m'ont marqué au collège ou au lycée, certains profs qui ont peut-être réussi à créer un dialogue et un langage. Madame Thomas, cette femme qui m'a aidé à monter cette école, je la cite beaucoup, mais parce que voilà, c'était un très grand talent de la couture française, voire de la haute couture. Elle était meilleure ouvrière de France en haute couture, etc. Mais c'était quelqu'un qui, le week-end, quand elle travaillait, à l'époque où elle travaillait pour l'Éducation nationale, le week-end, elle permettait à des jeunes de venir chez elle et elle les aidait à préparer le concours des meilleurs apprentis de France. Donc elle faisait ça bénévolement sur son temps libre. Ça, c'est de la bienveillance. Les gens de mon atelier, puis j'ai eu beaucoup d'amis avec qui on a travaillé sur des projets culturels, que ce soit en Afrique, au Mali, au Maroc, au cœur des quartiers prioritaires. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui m'ont soutenu dans mes projets. Moi, je pense que la bienveillance, quand on est animé par ces valeurs-là, parfois on est comme une espèce de capitaine de navire un peu fédérateur et il y a des gens qui auront envie de venir dans ce bateau et ramer avec toi parce qu'ils vont se retrouver dans tes valeurs. Et donc oui, j'ai quand même eu la chance que beaucoup de gens m'ont tendu la main. Quelle est d'ailleurs votre définition de la bienveillance? Parce qu'on en parle, mais je pense que c'est une définition, je trouve, qu'on s'approprie. Et pour vous, quelle est-elle? Moi, si je devais définir la bienveillance, c'est vouloir pour autrui ce qu'on veut pour soi-même. C'est-à-dire, faut pas être égoïste, faut être sincère. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit j'adore ce que tu fais du social, blablabla, est-ce que je peux venir travailler avec toi et tout. Au bout d'une semaine, là, ils commençaient à se dire je sais pas trop si je vais continuer avec toi. Mais pour moi, la bienveillance, ça doit pas être un terme marketing. Ça doit être vraiment des actions concrètes. Ça doit être un travail de terrain. Je dis souvent aux gens autour de moi, le social, c'est pas du marketing. Moi, je suis pas là pour faire du social marketing. Je suis là pour faire du social de terrain.
C'est-à-dire que voilà, c'est tous les jours en fait. C'est à travers mon école, c'est le lundi j'ai ce problème-là, le mardi j'ai ce problème-là, le mercredi j'ai un autre problème. Parfois c'est d'ordre financier, un élève qui recherche un logement, un élève qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, un salarié qui a des problèmes de titre de séjour. Il m'est arrivé parfois en pleine collection de devoir aller à 8h30 du matin faire la queue à la préfecture. Donc pour moi c'est ça la bienveillance, c'est être attentif et attentionné aux gens autour de soi, d'apprendre à être observateur de l'environnement autour de nous et vraiment d'avoir des yeux qui savent repérer la détresse d'autrui, le besoin d'accompagnement et de soutien de l'autre. Donc c'est prendre soin des autres. Oui. Quand la réussite est là comme la vôtre, certains tournent le dos à leur milieu social d'origine. Vous disiez ce matin que vous avez grandi dans des quartiers prioritaires de la ville. Votre papa était éboueur. Vous en avez fait même une collection en hommage à son métier, magnifique. Et vous faites en fait le contraire. C'est-à-dire que vous assumez, mais que vous cherchez en plus donc à aider les jeunes qui étaient hier comme vous. Pourquoi ce choix, mais viscéral ? Parce qu'on sent que c'est vraiment un engagement viscéral. En fait, pour moi, c'est important de rester qui je suis selon les univers où j'évolue. Pour vous donner un exemple, il y a 1 an, le président Macron m'a emmené avec lui en Inde dans l'avion présidentiel. Bon, le samedi après-midi, j'étais à nouveau dans mon quartier en train de me vanner avec mes potes. Donc, moi, en fait, les deux mondes me nourrissent. Je peux me retrouver place Vendôme ou faire un défilé de mode en pleine avenue Montaigne. Bon, je vais rencontrer des gens, ça va être cool, sympa. Je vais m'enrichir de ce milieu-là, mais je ne vais pas m'enfermer dans ce milieu-là. Le quartier, c'est pareil. Voilà, je vais retrouver les potes du quartier, on va parler de ça, du foot, de l'OM, du PSG. On va parler des conneries, on va se faire chier, on va se vanner, etc. On va jouer au foot ensemble et on va parler de projets. Mais je ne me laisse pas enfermer non plus par le quartier. Moi, très tôt, j'ai eu l'envie d'aller découvrir le monde extérieur. Et pour moi, aujourd'hui, œuvrer dans mon quartier, c'est parce que je dois aussi apporter quelque chose au quartier. Moi, le quartier m'a apporté beaucoup en termes de valeurs. Ça m'a donné une force d'aller vers l'avant. Ça m'a appris les valeurs de solidarité, parce que bon, avec mes potes, on avait 10 ans, on partageait des paquets de chips à 10, quoi. Donc, même quand tu avais ton kebab, tu te cachais un peu pour manger au moins 30% de ton sandwich. Mais on a appris Moi, je suis issu d'une culture où on mange tous dans le même plat à la main en étant à genoux. Quand j'étais plus jeune, je disais à mes parents, c'est chiant, les potes, quand ils viennent, c'est la honte, on mange à la main et tout. Eux sont là, fourchette, assiette. Et moi, ça me faisait chier parce que je voulais m'intégrer et montrer qu'à la maison. Mais en fait, aujourd'hui, je comprends aussi qu'est-ce que ça incarnait. Oui. C'était des valeurs d'humilité, de partage, de respect. Et aujourd'hui, je me dis, ah oui, en fait, il y avait des codes. Donc, à travers ma culture, à travers le quartier, et puis à travers l'industrie dans laquelle je travaille, parce que le monde de la mode rencontre aussi beaucoup de belles personnes. Donc je pense que ce soit à travers aussi les voyages que je fais, chaque environnement m'a aussi apporté quelque chose d'utile. Et moi, je suis comme un nuage qui avance au gré du vent. Je ne peux pas rester enfermé que dans un seul endroit, même si j'ai des bases solides dans certains endroits. C'est très beau, ça, l'idée du nuage. Puis ça donne une prise de hauteur aussi. Tout à l'heure, vous parliez des ateliers d'Alix. Avec cette volonté de transmettre. J'entends transmettre un savoir-faire ancestral et typiquement français, mais aussi transmettre un métier à des jeunes, aussi des valeurs. J'aimerais maintenant qu'on aille un peu plus peut-être sur la thématique de la... vous parlez quand on avait préparé un peu aussi d'évolution, parce que révolution c'est peut-être un peu fort, mais quand même de la mode. Et pourquoi, selon vous, la mode et particulièrement la haute couture doit faire sa révolution ? Aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre. C'est pas faux, on a vu avec les masques. Quand on se prétend être le pays de la haute couture, on a dépendé des masques de la Chine et du Maroc. Donc il y a un moment, Thierry Marx parlait de cohérence. Oui, il faut être cohérent.
Moi, aujourd'hui, quand je rencontre les maisons où j'essaie de placer mes élèves, je leur dis, vous avez beaucoup priorisé le mondain, les célébrités, les influenceurs, vous avez mis beaucoup d'argent dans les poches de ces gens-là, vous les avez beaucoup valorisés. Mais les gens de l'ombre, les gens des ateliers, ceux qu'on qualifie de petites mains, qu'est-ce que vous avez fait pour donner de l'attrait à leur profession? Vous êtes partis quand vous avez eu l'opportunité d'aller là où ça coûtait moins cher. Vous avez tous foncé pour fabriquer au Bangladesh, en Chine et compagnie. Ensuite, quand il fallait des très bons communicants pour faire plus d'argent, vous êtes rués vers les influenceurs. Mais les gens des ateliers, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Parce que c'est eux qui sont les premiers contributeurs de votre richesse. Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver de la main-d'œuvre de qualité, de trouver des jeunes qui ont de l'attrait pour ces métiers-là. Moi, quand je discute avec des artisans, ils me disent que... Je leur dis, mais ton fils, il est prêt à prendre la relève, se lever à 5 heures du matin et te remplacer, allumer les machines à 6 heures. Il préfère être sur son portable et à parler au monde entier. Donc, pour moi, il y a un besoin. La mode, quand je dis qu'elle doit se réinventer, elle doit penser utile, elle doit être plus responsable et elle doit apprendre à valoriser tous les acteurs à tous les niveaux. Et ça fait partie aussi des révolutions que la mode doit adopter. Un jour, je m'en souviens, avant la Fashion Week, on reçoit un email de la fédération qui nous dit bon, pour les prochains défilés, soyez éco-responsables, attention. Voilà. C'était un moment où la mode était très pointée du doigt. Moi, quand je reçois le mail, je dis mais c'est une blague. 2 jours avant, c'est une des plus grandes maisons françaises qui fait un défilé dans un désert avec un décor un peu artificiel. Donc, je dis bon, vos mails, gardez-les pour ceux qui ont de l'argent et qui, eux, nuisent à l'environnement, parce que nous, avec nos petits budgets, c'est pas nous qui allons faire des défilés qui ont un impact négatif pour l'environnement. Donc, moi, je pense que la mode peut beaucoup apporter à notre société. Elle peut être pourvoyeur de choses très positives et de choses utiles, mais encore faut-il... Je dis souvent, en parlant de réinventer la mode ou que la mode amène sa révolution, c'est peut-être qu'aujourd'hui, pour ne pas dire gagnons moins, mais gagnons autrement et vivons mieux. Je vais faire écho au titre qui est Création en mode Mossy, une innovation Youngad. Donc, peut-être préciser un peu ce qui est l'innovation Youngad. C'est un concept qui vient de l'Inde. C'est faire avec très peu. Et l'idée aussi aujourd'hui, c'est de faire mieux, mais avec moins. Et ce que je trouve d'intéressant aussi dans votre mode, quand vous dites aller chercher des résidus de lait, travailler avec la terre, les déchets, est-ce que vous sentez que vous êtes assez seul sur le sujet, ou est-ce que dans le milieu de la mode, il y a quand même une mouvance, ou alors vous êtes vraiment pionnier? Non, je pense que là où nous on est pionnier, c'est qu'on a un niveau d'engagement qui est très très élevé, parce qu'il est sur plusieurs aspects. Il va être à travers l'école, il va être à travers les projets d'innovation, il va être à travers le fait d'amener des projets d'exposition sur les murs des quartiers, d'utiliser les murs des cités comme des musées à ciel ouvert. Il va être sur de rendre hommage à des professions, notamment les éboueurs, de rendre visibles les invisibles. Donc c'est vrai qu'on a un niveau d'engagement qui est... Alors, je suis moins communicant et on me reproche souvent mais ta marque, on la comprend pas assez, etc. Mais de l'autre côté, sur l'engagement social, bon, voilà, c'est sur ça où je pense qu'on est quand même parmi les têtes de liste. Après, aujourd'hui, il y a des initiatives dans la mode aujourd'hui, hein, il y a une prise de conscience, et puis les nouvelles réglementations vont faire que on va imposer à notre industrie plus de transparence, de traçabilité. Je ne vais pas citer des noms, mais moi je connais des maisons parfois qui envoient quelqu'un emmener un tissu à l'autre bout du monde. Une semaine après, le tissu revient juste pour y faire des broderies pour un festival et un red carpet. Donc là, je dis, ah oui, c'est peut-être mieux si vous donnez un peu de travail aux artisans brodeurs, ça coûtera plus cher, mais au moins vous allez contribuer à créer de l'emploi ici, et puis avec l'argent que vous gagnez, ça fera juste quelques euros en moins sur la facture, dans votre bénéfice. Et donc oui, la mode aujourd'hui, en tout cas, elle œuvre pour,
Après, il y a aussi des vraies questions qui se posent, parce qu'on demande aux consommateurs de consommer responsable. Et parfois, pour consommer responsable, il faut avoir le portefeuille. C'est pas tout le monde qui a les moyens de consommer de la mode écolo. Souvent, les gens de la mode, ça va pas leur plaire ce que je dis aujourd'hui, mais si des marques comme Temu, Shein marchent, c'est parce que vous faites saliver des gens. Ils vont être avec la langue pendue devant vos vitrines, mais ils n'ont pas accès à vos produits. Bah forcément, ceux qui vous copient, qui proposent moins cher, ils ont trouvé un positionnement sur le marché. Alors, ça ne veut pas dire que moi, je suis pour ces modèles-là, hein, parce que bon, l'esclavage moderne, c'est pas du tout mon modèle. Mais il y a un moment, il faut aussi que le luxe, par exemple, arrête avec la fast fashion déguisée, parce qu'on peut taper sur Zara, H&M, mais quand on fabrique un t-shirt en Turquie à 15 € et qu'on le vend 300 €, voire 1000 €, bon, oui. Pour moi, il y a un peu d'hypocrisie, et ça, je préfère le dire ouvertement. Soit on a tous une prise de conscience et on est cohérent, et puis il faut que le consommateur, il arrête aussi d'être un mouton. Parce que bon, parfois, parce que tu as vu tel influenceur ou telle célébrité porter ça, et que tu te dis, ah bah, si je porte ça, ça me donne un statut social, etc. Ben non, garde ta personnalité. Peut-être qu'à l'autre bout de ta porte, à quelques mètres de ta rue, il y a un petit artisan dans le coin ou un petit atelier qui peut te proposer une mode intéressante. Est-ce qu'au niveau de la mode, est-ce que ça existe toujours, la caserne ? Il y avait un regroupement comme ça d'entreprises engagées. Voilà. Est-ce que c'est un mouvement qui prend de l'essor, ou bien encore les gros faiseurs n'ont pas encore vraiment conscience de la situation, si ce n'est qu'ils peuvent être obligés maintenant, dans le cadre de la CSRD, à remplir quelques cases. Mais est-ce que il y a une bascule qui se fait, ou il y a un prémisse de bascule, ou encore rien ? En fait, la caserne, ça existe, et c'est à Paris. Bon, à Paris, on a la chance, il y a aussi une municipalité qui est très tournée mode verte, projet ESS. Après, c'est des modèles qui sont très fragiles économiquement, parce que ça reste quand même du business. Le financement public ne peut pas couvrir ces projets-là. Pour avoir une vraie viabilité économique, il faut trouver des modèles, un business model qui tient la route. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives, mais c'est des initiatives qui ont du mal à tenir dans le temps. Parfois, malheureusement, ça c'est un petit clin d'œil à mes amis de la politique, c'est des projets qui parfois, c'est pour répondre à un calendrier électoral. On met plein de strass paillettes, on crée une vitrine, coucou, on a créé un tiers-lieu tourné sur l'ESS. 2 ans après, la structure s'est écroulée. Pourquoi ? Parce qu'on lui a donné des subventions au départ pour l'aider à montrer ça. On a fait de la com. Et derrière, c'est des modèles qui sont très, très fragiles. Et c'est dommage parce que ça casse le moral quand on a autant donné, qu'on a été très investi, qu'on a cru en quelque chose. Et qu'au bout d'un moment, on est épuisé à faire face à la banque, aux fournisseurs, aux prestataires, les mauvais payeurs, à travers les clients, et puis à un moment on s'écroule, et puis mentalement c'est une charge qui est très lourde. Oui. Créer et faire du social, c'est très dur, parce que déjà la création, c'est un monde qui est passionnant, mais qui est pas non plus hyper facile, et quand on ajoute à ça un volet social, c'est une deuxième charge et une pression supplémentaire, donc il faut vraiment être passionné pour s'accrocher. Et du coup, quelles seraient vos recommandations, puisqu'on demande des recommandations à tous les intervenants, quelles seraient vos recommandations pour une mode plus responsable et plus inclusive ? Moi, je pense qu'il faut vraiment être sincère dans son approche, c'est-à-dire il ne faut pas se dire que dans 6 mois, je vais être chez Cyril Hanouna et de dire que coucou, j'ai inventé le projet révolutionnaire du siècle. Non, faut être patient, faut prendre le temps de construire les choses, faut apprendre à bien dialoguer avec son cercle de clients, créer vraiment une relation de confiance avec ses fournisseurs. En fait, il faut créer un cercle de partenaires qui croient en vous, qui vont vous suivre et qui, malgré certaines réalités, c'est pas facile, hein, parce que parfois, on peut faire gagner un chiffre d'affaires intéressant à un fournisseur, et le jour où tu as une petite difficulté, il te regarde comme si tu es un inconnu. Tu dis, ah oui, toi, tu as oublié que pendant 2 ans, je t'ai fait vivre quand même.
Donc, c'est vraiment important de créer un cercle de gens de confiance. Et puis, il faut aussi apprendre à éduquer le consommateur, c'est-à-dire de peut-être pas suivre les schémas des autres marques, parce que chaque projet a sa spécificité. Et moi, je pense vraiment quand la démarche elle est sincère, au bout d'un moment, elle va faire ses preuves. Moi, mon école, c'est parti d'un projet de passion, rendre hommage à une couturière. Ensuite, celle qui m'a aidé, qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans, je me suis dit, j'aimerais qu'il y ait des futures Madame Thomas maintenant qui poussent dans les ateliers. Donc, je veux l'honorer en fait pour ce qu'elle a été, ce qu'elle m'a apporté. Et je ne savais pas que quelques années plus tard, Chanel, qui est la maison à qui un jour j'ai piqué de l'électricité en faisant un défilé de mode avenue Montaigne, allait être le premier partenaire qui allait soutenir mon école. Donc, la patience, la passion, la persévérance m'ont aussi amené des résultats. Et voilà, c'est le conseil que je pourrais donner. Merci beaucoup, Moussi. Y aurait-il des questions dans la salle? Ah, très bien. Le micro arrive, il descend. Oui. Moi, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on parle donc d'un concept indien alors que vous avez sûrement des origines africaines et qu'il y a sûrement des beaux concepts à faire remonter d'Afrique. Peut-être que je suis un peu trop rebelle et rebelle avec mes propres cultures. Non, alors là, c'est plus un terme inspiré de l'Inde. Après, si je parle de moi, mon rapport à l'Inde, moi, j'ai grandi avec le cinéma indien à la maison. Bon, voilà, moi, j'avais pas de jeu de société. C'était soit je lisais des BD, Astérix, Tintin, etc. Ça m'occupait la journée. Et c'est soit on regardait des films en Bollywood dans le salon, on était là tous torse nu à danser et tout, à imiter les chants. Et ça nous occupait bien. Et en fait, le cinéma indien est un cinéma qui a eu beaucoup d'impact sur les classes populaires. Je suis très admiratif de la culture indienne. Moi, pendant que mes camarades de promo rêvaient d'habiller Beyoncé ou Rihanna, moi, je rêvais d'habiller les stars de Bollywood. Donc, je vais 1 à 2 fois par an en Inde, puisque c'est un pays qui me ressource. C'est un pays où, en fait, c'est un pays qui me permet de reposer les pieds sur terre, parce que je vois parfois des gens qui ont très peu, qui sont dans une pauvreté extrême, mais qui t'apprennent à sourire à la vie. Donc, d'aller en Inde, voilà, c'est une sorte de thérapie pour moi. C'est un peu ma méditation culturelle à moi. Et puis, parce que voilà, c'est un pays aussi qui est très inspirant. Il y a une richesse culturelle qui est très prononcée. Et autre parenthèse, mon travail, il s'articule autour de 4 mots principalement, qui sont l'art, l'artisanat, la mode et le monde. Et je suis quelqu'un qui est très curieux des autres cultures. L'Inde m'inspire beaucoup, mais le pays qui m'inspire le plus dans ma création, c'est la Corée. Bon, je regarde pas les dramas coréens, mais les artistes coréens m'inspirent énormément. Et ça, c'est vraiment au feeling. Je me suis rendu compte que les artistes coréens sont ceux qui m'ont le plus influencé dans mon travail. J'aime beaucoup l'artisanat japonais. L'Afrique, les sujets de terre que je travaille aujourd'hui, dans mon pays d'origine, le Mali, il y a un tissu qui s'appelle le bogolan, et qui signifie en malien ce qui vient de la terre. Donc il y a aussi des rapprochements qui se font. J'ai déjà fait aussi une collection un jour en hommage, je me suis inspiré du Mali, donc des boubous africains, etc. J'avais fait une collection pendant la Fashion Week en m'inspirant de cela. Et pour conclure, je me suis dit que le jour où je ferai une collection en hommage, ou en tout cas avec une inspiration autour de l'Afrique, parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'enferme, je suis black, je suis d'origine malienne, forcément je dois faire une mode franco-africaine. Je ne suis pas dans ces logiques-là. En revanche, je sais qu'un jour, si je veux vraiment rendre hommage à la terre de mes ancêtres, je n'irai pas sur Internet et chercher des images. Je prendrai mon sac à dos, un billet d'avion, j'irai rencontrer les artisans au Mali, et je me ferai vraiment un vrai voyage immersif. Et à ce moment-là, j'ai déjà fait venir aussi un artiste du Mali, avec qui j'ai collaboré pendant la Fashion Week de Paris. Donc je l'avais emmené en résidence, il avait fait des ateliers aux enfants du centre social de ma ville. Et puis, ça m'avait permis aussi de le mettre à l'honneur pendant la Fashion Week, etc. Donc, c'est plus en fonction d'un projet
que je fais des explorations sur l'Afrique. Une dernière question. Par rapport aux matériaux que vous utilisez dans votre maison, est-ce que vous prenez des produits made in France? Des textiles fabriqués ici? Alors, un petit peu. Autant sur la fabrication des vêtements, je suis très made in France. Sur le sourcing des matières, là, je me donne une liberté d'exploration plus large. Je travaille avec des artisans, des femmes dans un village en Inde qui font du tissage manuel. Je travaille beaucoup avec les tissus coréens et surtout japonais. Pourquoi le Japon? Parce que j'apprécie aussi l'éthique des Japonais, le respect du client des Japonais, enfin les entreprises japonaises. C'est très dur de travailler avec eux, mais quand vous travaillez avec eux, ils ont vraiment un esprit, une déontologie, une éthique qui serait peut-être à démontrer à d'autres cultures, hein, pour ne pas citer de nom. Et je travaille un petit peu avec la France, ça m'arrive. Mais pour être honnête, hein, c'est au niveau du sourcing de matière, le Japon est le pays où je me source le plus. Mais tous les projets d'innovation aujourd'hui, c'est uniquement avec des entreprises françaises. Donc c'est avec des industriels textiles français qu'on essaye de développer des tissus innovants. Une dernière question avec Pauline. Alors, question courte, réponse courte. Comme ça, il y en aura deux. Merci. Question courte, réponse courte. Vous avez parlé de cette personne qui vous a inspiré, votre mentor. Et je pense que dans une vie professionnelle, surtout dans la bienveillance, un mentor, c'est clé. Comment vous, à votre tour, ou comment les élèves qui sortent de votre école, vous prennent un mentor ou deviennent mentor à leur tour? En fait, moi, les élèves, quand ils viennent dans mon école, je leur dis mon objectif, c'est de vous offrir ce que moi, je n'ai pas pu avoir. Donc, j'essaie de leur faire partager mon expérience. J'essaie de leur ouvrir des portes que moi, on ne m'a pas ouvertes. Bon, moi, j'avais un côté un peu Robin des Bois. On escaladait le mur et on sautait dans la cour. Là, on n'était pas invités. J'essaie de leur ouvrir ces portes-là, en fait. Et puis, à la fin, que ce soit moi et tout ce qu'il y a autour de moi, c'est-à-dire les équipes de travail, les professeurs aussi également, je pense qu'à partir du moment où on est sincère avec eux, pour une bonne partie, ils n'oublient pas. Dernière question. Et puis voilà. Est-ce que c'est possible de la poser à voix haute? Parce que le micro peine à arriver. En général, quand ils rentrent dans l'école, ça va de 18 à 22, 23 ans. On a quelques adultes. Hein. C'est des petites promos de 12 élèves. Hein, donc, on est sur des effectifs d'une quarantaine d'élèves par an. 12 qui rentrent, 12 qui sortent chaque année. Une majorité de filles. Parce que la couture, les garçons, pourtant, une majorité des couturiers étaient des hommes. Mais là, ces dernières années, c'est surtout des femmes, en tout cas. On essaie de rééquilibrer un petit peu. Et quand vous parliez d'espoir, pour ceux qui ont l'occasion, la chaîne Canal+ nous avait consacré un film qui s'appelle En mode Mossy, donc qui raconte un peu l'état d'esprit qu'on incarne. Et puis de la volonté de rendre le rêve possible à un grand nombre de gens autour de nous. Merci infiniment, Mossy Traoré. Merci à toi. Je vais terminer en disant, vous qui êtes ici donc intéressés par Mossy et peut-être aussi donc par la mode, sachez que quand j'ai rencontré Mossy la première fois pour lui demander d'être parrain, il m'a dit oui, mais à une condition, j'aimerais pouvoir offrir 3 places à des jeunes du Sud-Ouest. Donc ça serait la rentrée 2026, c'est ça ? Oui, parce que notre rentrée là, elle démarre dans une semaine. Voilà. Donc on est en année civile. On ne fonctionne pas en année scolaire. Donc, mais ça, on ira
Je pensais qu'il allait peut-être avoir aujourd'hui des lycées professionnels du territoire. C'est peut-être plus eux qui auraient pu identifier des jeunes qui seraient intéressés pour intégrer un cursus de formation. En tout cas, vous avez l'information et je trouve déjà le geste en lui-même très fort. Merci infiniment d'être venu. Merci.